Bienvenue sur Géopolitis. Je n'ai jamais eu et je n'ai pas de compte bancaire en Suisse. Vous avez encore en mémoire ce mensonge énorme du ministre français du budget, Jérôme Cahuzac. C'est, disons, l'un des plus récents et flagrants cas de mensonge dans le monde de la politique. Ils ou elles ont tous plus ou moins menti, c'est ce que pense le bon peuple de ceux et celles qui les dirigent. En réalité, il y a ceux qui ont menti et qui ne se sont jamais repentis, et puis il y a ceux qui ont menti et puis qui ont admis et ont confessé leurs mensonges de gré ou de force. Cahuzac, Clinton, DSK, Bush, Blair, la liste est longue comme un annuaire. C'est le grand Abraham Lincoln qui l'avait formulé ainsi: on peut mentir une fois à tout le monde, on peut mentir tout le temps à une seule personne, mais on ne peut pas mentir tout le temps à tout le monde. Magnifique formule qui traverse les siècles et les systèmes politiques. Lors de la dernière campagne électorale pour les élections présidentielles, en France, Nicolas Sarkozy disait de son concurrent François Hollande: dans la campagne de mon adversaire, on nous ment le matin, on nous ment le midi et on nous ment le soir. Affirmation qui prend une certaine saveur lorsque l'on sait le discrédit qui frappe l'ensemble du monde politique français. Donc, on ment et parfois on se repent. La question que pose Géopolitis est celle-ci: est-ce que les aveux et la confession font désormais partie de la stratégie du mensonge ? Dans l'histoire de la dernière décennie, c'est le dossier irakien qui restera dans les annales comme le summum du mensonge géopolitique. On a recensé jusqu'à 20 mensonges éhontés, historiques, lesquels, on le voit actuellement, ne sont pas sans conséquences sur ce qui se passe dans ce pays. Et d'abord, les fameuses armes de destruction massive et cette séquence collector d'un Colin Powell devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Let's look at one. Here you see 15 munitions bunkers in yellow and red outlines. The 4 that are in red squares represent active chemical munitions bunkers. How do I know that? How can I say that? Let me give you a closer look. Look at the image on the left. On the left is a close-up of one of the 4 chemical bunkers. The 2 arrows indicate the presence of sure signs that the bunkers are storing chemical munitions. Lequel Powell admettra plus tard qu'il était de bonne foi, mais qu'il avait été abusé. Autre mensonge, toujours à propos de l'Irak, proféré devant les caméras du monde entier, selon lequel la guerre était gagnée. My fellow Americans, major combat operations in Iraq have ended. In the Battle of Iraq, the United States and our allies have prevailed. Mensonge encore lorsque l'on affirmera ici et là que Saddam Hussein abritait et protégeait Al-Qaïda dans son pays, ou encore que la guerre serait courte, elle aura duré 10 ans et qu'elle ne coûterait que quelques milliards de dollars, le total étant plus proche des 3000 milliards. Et à qui pourrait bien revenir la palme du plus grand menteur ? Richard Nixon, peut-être, multipliant les mensonges les plus éhontés dans l'affaire du Watergate. Nixon qui a fini par reconnaître ses erreurs. L'histoire dira si elle lui a pardonné. Le plus gros mensonge par l'homme réputé le plus puissant du monde, c'est peut-être celui de Bill Clinton dans l'affaire Monica Lewinsky. I did not have sexual relations with that woman. 2 ans et une procédure de destitution plus tard, le président reconnaît sa faute, ou plutôt ses fautes. I have repented. I ask for your prayers and for your help in healing our nation. L'un de ses prédécesseurs, Richard Nixon, avait lui aussi menti sur ce qui se passait dans le bureau ovale de la Maison-Blanche. People have got to know whether or not their president's a crook. Well, I'm not a crook. Plus récemment, c'est l'affaire DSK qui a donné lieu à un feuilleton télévisé mondial, avec d'abord les dénégations de Dominique Strauss-Kahn, DSK qui a mis du temps pour présenter sa version des faits et reconnaître une faute. Ce qui s'est passé, c'est une relation non seulement inappropriée, mais plus que ça, une faute. Une faute vis-à-vis de ma femme, de mes enfants, de mes amis.
mais aussi une faute vis-à-vis des Français. Et l'affaire Cahuzac, une affaire d'État, lorsque le ministre français du Budget affirmait qu'il n'avait pas de compte en banque en Suisse. Je n'ai pas, monsieur le député, je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant. Quelques semaines plus tard, changement de ton. J'avais menti à l'Assemblée nationale quelques heures après avoir menti au Premier ministre et au Président de la République. Autre mensonge de taille qui nous ramène à la guerre en Irak, oui ou non, le régime de Saddam Hussein était-il sur le point d'acquérir une forme d'arme nucléaire? Tony Blair en était persuadé. In the 1980s, we know for sure that Iraq purchased around about 270 tons of uranium from Niger. Avec ce que le temps a démontré par la suite, Tony Blair a-t-il reconnu ses mensonges? Pas vraiment. What would you have done differently? Nothing. I would have done exactly the same. Hors concours, si l'on peut dire, le plus grand menteur, en matière de sport cette fois, c'est Lance Armstrong, accusé de dopage tout au long de sa carrière, qui a toujours tout nié en bloc et qui, 7 Tours de France plus tard, finit par tout avouer sur le plateau télé de la célèbre animatrice Oprah Winfrey. Yes or no? In all 7 of your Tour de France victories, did you ever take banned substances or blood dope? Yes. Cela dit, en Occident, on est loin, très loin des repentirs télévisuels à la japonaise où, sur la forme, quand on s'excuse, on fait très fort. L'invité de Géopolitis, Daniel Herrera, qui est expert en communication, directeur de l'agence You à Lausanne. Est-ce que mentir, c'est une bonne technique ou une bonne tactique? Est-ce que c'est quelque chose que vous conseillez à ceux qui sollicitent vos conseils? Alors, tout d'abord, peut-être juste pour recadrer la question, donc on parle bien de communication, de gestion d'image et de réputation, qui est mon métier. Alors, clairement, là, dans ce cas-là, la réponse est non. Jamais le mensonge ne sera bon conseiller, finalement, et en particulier dans une situation délicate, pour toute une série de raisons. Alors, si maintenant vous devez conseiller quelqu'un qui a menti et qui vient vous voir en disant « Qu'est-ce que je fais ?» Quels sont les conseils à donner? Immédiatement, c'est-à-dire vous allez vous confesser? Alors, le grand principe serait évidemment de passer le plus vite possible à la transparence. Maintenant, évidemment, les enjeux sont souvent déterminants dans ce genre de situation et dans ce genre de prise de décision. Mais de nouveau, en termes de principe, évidemment, le plus vite possible, dire la vérité, rien que la vérité. Mais parfois, même dans une situation de mensonge préalable, on ne peut pas dire toute la vérité. Pour des raisons parfois légales, des raisons de contexte aussi, des entreprises cotées en bourse, par exemple. Alors, vous dites, c'est pas des mensonges, mais c'est ne pas dire la vérité. Donc, c'est là aussi que vous intervenez pour conseiller les gens. Alors j'ai bien dit ne pas toujours dire toute la vérité et surtout être capable de dire pourquoi on ne peut pas dire toute la vérité. Dans le cas d'une société par exemple cotée en bourse, il peut s'avérer tout simplement légalement impossible de dire la vérité parce qu'on exposerait la société à des sanctions qui sont liées à sa situation d'entreprise cotée. Ça peut être un cas. Maintenant, si on parle de politique, je crois que c'est le sujet aujourd'hui, là, ça devient très délicat parce qu'il faut faire la part des choses entre les thématiques qui ont provoqué ou qui sont le contexte du mensonge, la situation réelle, la chance de s'en sortir finalement en avouant une partie et pas tout. Comme d'habitude, l'analyse de situation est le moment le plus important. On pourrait parler de certains cas où la lumière a été faite par l'intéressé lui-même, partiellement ou totalement. Parfois, ça sort bien, parfois moins. Alors, je reprends la différence que vous faisiez, qui est importante entre le monde politique, où il semble qu'il y ait une certaine rédemption après les aveux. Oui. Dans le monde des affaires, c'est pas forcément aussi systématique quand même. Alors, en plus de vous parler de deux mondes différents, on peut aussi parler de cultures différentes. La culture nord-américaine est plus favorable à la rédemption. On parle même de grandes confessions publiques. On a même en Oprah Winfrey une personnalité qui est devenue une confesseuse publique. Chez nous, c'est un petit peu différent finalement. D'abord parce que peut-être dans notre pays, nous sommes plus à même de gérer la proximité avec ces grandes personnalités. Donc, il y a déjà une distance qui n'est pas la même et des habitudes tout simplement qui culturellement ne sont pas les mêmes. Alors, encore une fois, différence entre le politique qui, au fond, sait qu'en mentant, ça peut passer, mais dans l'univers des gens que vous conseillez,
on sent bien qu'il n'y a pas la même attitude. Ils ont peur de mentir. L'homme politique, il sait que ça peut passer, comme un enfant. Non ? Il n'y a pas une différence à ce niveau-là ? Alors de nouveau, vous dites comme un enfant, l'être humain, qu'il soit politique ou chef d'entreprise, va avoir les mêmes réflexes. Donc évidemment, quand on est en situation... C'est grave ça quand même. L'adulte a un peu les mêmes réflexes que l'enfant. Mais bien sûr. La protection par la dissimulation, c'est un réflexe relativement naturel. Dissimulation qui n'est pas forcément absolument préparée à l'avance. Elle peut venir à l'instant dans une discussion, une conversation, une interview. C'est juste, et vous pouvez aussi être acculé. Vous trouvez vous-même dans une situation que vous avez générée et qui vous empêche de dire la vérité, croyez-vous, et surtout parce que vous espérez vous en sortir. Oui, ou une question que je vous pose et à laquelle vous ne vous attendez pas et vous mentez, ça n'est pas forcément quelque chose de très grave, mais vous vous en sortez comme ça. Voilà. C'est ça aussi le monde de la communication, c'est comment on gère l'instantanéité des affirmations. Oui, mais alors dans toute situation, la règle de base, c'est de prendre la distance, d'analyser cette situation, de penser aux risques qu'on encourt en faisant telle ou telle déclaration, et ça c'est notre métier, d'être justement le conseiller externe qui va prendre de la distance par rapport à l'émotionnel et de dire dans telle situation, vous avez tels et tels interlocuteurs, qu'il s'agisse des médias, des cibles diverses, et donc la meilleure manière de répondre, ce sera ça. Ça, c'est notre rôle. Et souvent, c'est de dire, n'ayez pas peur de la vérité, ce sera mieux que de mentir et de vous faire attraper un mois plus tard, une année plus tard, ou davantage. Ils vous sont reconnaissants, les gens que vous conseillez, d'avoir dit ça ? Je veux dire, est-ce qu'ils mesurent le profit qu'il y a à suivre vos conseils ? Je n'ai aucun exemple où j'aurais conseillé cette ligne, qui est d'ailleurs une ligne chez moi immuable, et qu'ils m'auraient reproché par la suite. Bon, alors, on a compris, le mensonge, c'est pas une bonne chose, on risque de s'enferrer, c'est ce qu'on dit aux enfants, attention. Mais quand même, on n'est pas dans un monde tout à fait angélique où tout va bien. Et vous disiez vous-même tout à l'heure que oui, il y a des cas dans le domaine commercial où on ne peut pas tout dire. La différence est parfois très ténue entre ce qu'on peut dire, ce qu'on ne peut pas dire, ce qui est un mensonge ou ce qui n'est pas, comme vous disiez tout à l'heure, tout à fait la vérité. Absolument, et on ajoute à ça encore la couche de la perception. Donc la personne qui ne dit pas tout et qui n'explique pas pourquoi elle ne dit pas tout pourrait être perçue comme un menteur, alors qu'au fond, la raison était simplement légale ou au contraire pour protéger des intérêts qui étaient encore supérieurs à ceux de sa propre situation de menteur potentiel. Et puis on peut mentir par omission. Et comme par hasard, on a l'impression que ça n'est pas, si j'ose dire, un péché. C'est curieux quand même. Alors de nouveau, mentir par omission quand la situation exigerait une transparence totale, c'est une réalité. Donc c'est quelque chose qu'on ne conseillerait jamais, en l'occurrence à un client ou à un chef d'une entreprise dans laquelle nous agirions comme chef de la communication. Donc non, le mensonge par omission n'est pas du tout une voie conseillée. Vous n'avez pas menti pendant cette interview ? Aucunement. Merci. Donc, vous n'avez pas de confession à faire. Merci à vous, Daniel Herrera. Je rappelle, vous êtes expert en communication, directeur de l'agence You à Lausanne. Merci à vous. L'écrivain américain Mark Twain le disait, il y a 3 sortes de mensonges en politique, le gros mensonge, le petit et les statistiques. Jugement sévère à l'image de nombreuses citations célèbres qui stigmatisent le mensonge. Ainsi, la remarque de Diderot qui pourrait s'appliquer au mensonge du président syrien Bachar el-Assad, les avantages du mensonge sont d'un moment, les avantages de la vérité sont éternels. Il y a aussi cette maxime chinoise qui devrait faire réfléchir George W. Bush et ses affirmations sur les armes de destruction massive. Quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité, elle, prend l'escalier. Elle met plus de temps, mais elle finit toujours par arriver. Fin de citation. Et la chroniqueuse américaine Ann Landers devait penser à Bill Clinton et à l'affaire Lewinsky lorsqu'elle écrivait « Une vérité toute nue est toujours meilleure qu'un mensonge habillé ». Enfin, voici un avertissement à l'intention de ceux qui mentent et haussent le ton dès lors qu'on leur en fait le reproche. Jean Rostand remarquait « On ment dès qu'on élève la voix ». Et sur la page web de Géopolitis, préparée par David Nicole, vos commentaires à cette émission, à votre disposition des documents vidéo, de l'infographie, des sites internet, la possibilité de podcaster cette émission de la RTS, et vous êtes toujours les bienvenus sur Géopolitis.